cultiveras le sol et tu le garderas. Mais que reste-t-il de ce commandement? Quand l'homme moderne ne cultive plus la terre, mais l'exploite. Quand il ne garde plus le vivant, mais le convertit en chiffres, en rendement, en tonnes de chair et en litres de poisson. La loi du plomb, adoptée presque en catimini, est un véritable manifeste d'inhumanité, l'égalité. Elle est l'aveu brutal que l'État français a abdiqué devant les intérêts de l'agro-industrie et qu'il est prêt à sacrifier les abeilles, les paysans, les sols, les eaux, les générations futures. Au nom d'un productivisme qui n'a plus rien de rural, ni de français, ni d'humain. Cette loi, c'est le sceau du capitalisme terminal. Celui qui préfère le porc aux paysans, la subvention à la sagesse, le glyphosate à la biodiversité. On l'a baptisé loi de simplification. Mais c'est en réalité une loi de destruction organisée. Destruction des écosystèmes. Destruction des protections sanitaires. Destruction du principe même de démocratie locale. Il faut le dire avec force. La loi du plomb est une insulte au bon sens, à la science, à la paysannerie et à Dieu. Car oui, le Créateur nous a confié la terre, non pour que nous en tirions profit comme des parasites, mais pour que nous en soyons les intendants, les serviteurs, les protecteurs. Et aujourd'hui, nous devons choisir. Allons-nous continuer à laisser une poignée de technocrates, de lobbies et de sénateurs vendus empoisonner les sols, étouffer les rivières, anéantir les insectes pollinisateurs, accélérer l'effondrement écologique au nom du profit? Ou allons-nous enfin nous lever, chrétiens, paysans, citoyens, mères de famille, scientifiques intègres, pour dire non à ce capitalisme de mort, non à cette logique de rendement qui tue la terre, l'homme et l'espérance? Ce combat n'est pas secondaire, il est spirituel, vital, existentiel. Car on ne détruit pas impunément ce que Dieu a créé. Malheur à ceux qui prononcent le mal en bien et le bien en mal. Les mots sont des armes. Et quand le pouvoir les manipule, c'est pour faire passer une agression pour une réforme, une mutilation pour une avancée, un saccage pour une simplification. C'est exactement ce que fait la loi du plomb, un maquillage sémantique au service d'un recul historique. Derrière la prétendue simplification administrative se cache en réalité un cadeau empoisonné, fait aux géants de l'élevage industriel. Car cette loi élève considérablement les seuils à partir desquels un élevage est soumis à autorisation environnementale. De 40 000 à 60 000 volailles, de 2 000 à 3 000 porcs, et une redéfinition plus flexible des élevages de truies. Concrètement, cela veut dire qu'un élevage qui confine jusqu'à 59 999 volailles ou 2 999 porcs dans des hangars fermés, sans pâturage, sans lumière, sans air, ne sera plus tenu de justifier son impact sur l'environnement. Pas d'étude d'impact, pas d'enquête publique sérieuse, pas même de consultation citoyenne contraignante. Juste une déclaration d'administration, et le tour est joué. Mais de qui se moque-t-on? Derrière ces chiffres se cache une réalité écologiquement délirante. Des tonnes de lisier déversées dans les sols, des nappes phréatiques saturées de nitrates, une souffrance animale institutionnalisée, et des territoires qui deviennent invivables pour ceux qui y vivent encore. Ce n'est pas une simplification, c'est une déresponsabilisation programmée. Prenons l'exemple concret d'un élevage géant en Bretagne, où plus de 50 000 porcs sont confinés dans des hangars sans air ni lumière naturelle. Ce modèle concentrationnaire a déjà provoqué des pics de pollution des nappes phréatiques, menaçant la santé des riverains. Dans certaines communes, les taux de nitrate dans l'eau potable dépassent régulièrement les seuils sanitaires, exposant enfants et adultes à des risques graves. Ce n'est pas un accident isolé. Les enquêtes publiques qui auraient dû alerter la population se font de plus en plus rares. Selon un rapport de la Cour des comptes de 2023, les enquêtes publiques liées aux installations agricoles ont chuté de 40% en 5 ans, réduisant drastiquement la participation citoyenne. Pendant ce temps, le nombre de petites fermes familiales a diminué de 30% en 10 ans, écrasé par ce système
qui favorise les usines agricoles et les grands groupes. Et pire encore, c'est une loi écrite pour écarter les Français du processus démocratique local. Là où il fallait avant une véritable enquête, des réponses aux remarques du public, la possibilité de débattre et de protéger son territoire, la loi du plomb instaure désormais un système d'enquête publique allégé. Un simple commissaire enquêteur, présent sur rendez-vous, qui n'a même plus l'obligation d'en répondre. En clair, on fait taire les habitants. Mais attention, ce combat ne doit pas masquer une autre vérité, souvent oubliée par les militants écologistes de salon. Les agriculteurs et les éleveurs de terrain sont les premières victimes du système actuel. Ils croulent sous un millefeuille de normes absurdes, changeantes, inapplicables, pondues par des technocrates qui n'ont jamais posé un pied dans une étable ou un champ. On leur interdit tout, on les contrôle sans relâche, on les condamne pour des détails de formulaire, pendant que les industriels obtiennent des dérogations sur mesure. Oui, il faut simplifier la vie des paysans. Oui, il faut les libérer de la bureaucratie kafkaïenne, qui les épuise et les pousse au suicide. Mais ce n'est pas ce que fait cette loi. Elle ne libère pas les fermes, elle libère les usines. Elle ne redonne pas de l'air aux paysans. Elle donne un chèque en blanc aux spéculateurs de l'agroalimentaire. Et cela porte un nom. Le capitalisme terminal. Un système où les décisions ne sont plus prises en fonction du vrai, du beau, du bien, mais en fonction de la rentabilité brute, immédiate, brutale. Un système qui méprise la terre, le vivant, les familles rurales, les paysages. Un système qui considère la nature non plus comme un don, mais comme une ressource à pressurer. Ce n'est pas la simplification qu'il nous faut, c'est la justice. Mais derrière cette loi qui protège les industriels, un autre danger guette. Le retour des poisons chimiques. Ces substances mortifères qui frappent en premier lieu les abeilles, sentinelles du vivant. Le juste prend soin de la vie de son bétail. Mais le cœur des méchants est cruel. Il y a des symboles qui parlent plus fort que des discours. Et celui-ci est glaçant. La réintroduction légalisée de substances que la France avait elle-même interdites pour protéger les abeilles, les sols et les nappes phréatiques. Dans sa grande mansuétude, la loi du plomb offre à l'agrochimie une autoroute vers la mort écologique. Retour de l'acétamipride. Autorisation du flupyradifurone. Légalisation du sulfoxaflor. Et en coulisses, le lobbying actif pour d'autres molécules tueuses d'abeilles. Des substances classées parmi les plus toxiques pour les insectes pollinisateurs, pour les vers de terre, pour les oiseaux, et par ricochet, pour nous. Rappelons ce que sont les néonicotinoïdes, des neurotoxiques de synthèse, qui agissent comme des armes chimiques miniatures. Une goutte dans une mare, et c'est tout un écosystème qui bascule. Elles ne tuent pas seulement les nuisibles, elles désintègrent la trame vivante. Abeilles, bourdons, cirfes, carabes, papillons, coccinelles, tous ces auxiliaires du vivant meurent, silencieusement, chimiquement. Et pourtant, que nous dit la loi? Que pour rester compétitif, il faut s'y résoudre. Que pour ne pas désavantager nos agriculteurs, il faut rouvrir les vannes du poison. Que pour simplifier, il faut oublier ce que la science avait établi. Qu'au nom du rendement, il faut sacrifier ce que Dieu a ordonné. Ce n'est plus de l'ignorance, c'est de l'idolâtrie. Mammon, le dieu de l'argent roi, exige son tribut, et l'État s'exécute. Ce qu'on ne peut plus faire au nom de la santé publique, on le justifie au nom du marché. Mais à quoi bon produire plus, si c'est pour polluer davantage, empoisonner nos enfants, tuer les insectes, défigurer les paysages, et finalement, crever ensemble dans un désert stérile. Cette trahison ne s'évalue pas seulement à l'aune des principes moraux. Elle est chiffrée, mesurée, documentée. 75% d'insectes volants en moins dans certaines zones d'Europe en 20 ans. Des taux de mortalité anormaux dans les ruches. Des rendements en fruits et légumes chutant faute de pollinisation. Des zones entières devenues biologiquement mortes. Et que fait-on? On autorise davantage les molécules responsables de cette hécatombe. Pire encore,
On justifie cette régression par la concurrence internationale, car ces substances restent autorisées ailleurs en Europe. L'acétamipride, par exemple, est toujours utilisé en Italie, en Espagne, en Turquie. Et devinez quoi? 88% des noisettes consommées en France viennent de ces 3 pays. Nos noisetiers français sont étranglés par une concurrence déloyale, pendant que le consommateur, lui, achète ces produits sans même le savoir. Le résultat? On légalise le poison pour ne pas perdre des parts de marché. Et cette fuite en avant n'est pas nouvelle. Entre 2020 et 2023, les néonicotinoïdes avaient déjà été réintroduits à titre dérogatoire pour les cultures de betteraves. 3 années d'essai, 3 années de ravage. Et quel résultat? Aucun bénéfice clair. Des terres souillées, des insectes décimés, une colère croissante dans les campagnes, pour des rendements globalement similaires, voire moindres. Mais cette expérience n'a rien appris aux décideurs. On recommence. Pire encore, on pérennise l'exception. Car ce ne sont pas seulement les insectes qui meurent, c'est toute une chaîne de vie qui se brise. Les oiseaux insectivores désertent les haies. Les chauves-souris s'éteignent. Les amphibiens se raréfient. Un ver de terre empoisonné, et c'est le hérisson qui meurt. Une prairie sans cirque, et c'est le merle qui se tait. Nous ne sommes pas dans une crise isolée. Nous sommes face à une cascade d'extinctions provoquée par l'homme et cautionnée par la loi. Et pourtant, la Bible nous parle des moineaux, des listes des champs, des semences fécondes. Elle nous rappelle que la création est un ordre harmonieux, confié à notre soin, pas à notre avidité. Le retour des néonicotinoïdes n'est donc pas un détail technique. C'est un sacrilège environnemental, un reniement éthique, une trahison du mandat divin. Et que l'on ne vienne pas nous parler de pragmatisme. Le vrai pragmatisme, c'est celui qui regarde le long terme. Celui qui sait que sans pollinisateurs, il n'y a ni fruits, ni avenir, ni civilisation. Cette trahison écologique ne serait déjà qu'un scandale en soi, si elle ne s'accompagnait pas d'une dégradation profonde de notre droit et de notre démocratie environnementale. Ce n'est pas par la loi que vient la justice, mais par la foi. La justice est la vue de nation, mais le péché est la honte des peuples. Le droit, dans une société digne de ce nom, n'est pas un outil aux mains des puissants. Le droit n'est pas fait pour couvrir les intérêts d'une caste. Le droit est censé protéger les faibles, encadrer les puissants, garantir le bien commun. Mais à l'heure du capitalisme mondialisé, le droit est devenu un bouclier à géométrie variable. Et la loi du plomb en est la preuve éclatante. Car cette loi ne fait pas que polluer les terres et tuer les abeilles. Elle piétine les principes fondamentaux de notre ordre constitutionnel. Elle foule aux pieds la démocratie locale, la transparence administrative, la participation des citoyens à la décision environnementale. Elle vide les procédures de leur substance. Une étude d'impact? Non merci, trop contraignant. Une enquête publique avec réponse obligatoire? Supprimée. Un débat ouvert dans les territoires concernés? Renvoyé aux oubliettes. Le principe de non-régression environnementale, inscrit dans le droit français, depuis la Charte de l'environnement, ignoré. Le principe de non-régression environnementale, c'est simple. On ne peut pas faire moins bien qu'avant. On ne peut pas légiférer en abaissant les niveaux de protection du vivant. C'est un principe de prudence, de responsabilité, de mémoire. C'est ce que toute société chrétienne devrait intégrer dans son ADN législatif. On ne revient pas en arrière sur ce qui protège la vie. Mais que fait cette loi? Elle dérégule, elle abaisse les seuils, elle supprime les contrôles, elle autorise l'irréversible. Elle transforme la puissance publique en cheval de Troie au service des intérêts privés. Elle fait exactement ce que saint Thomas d'Aquin dénonçait dans la tyrannie. La loi cesse d'être ordonnée au bien commun, pour devenir le bras armé des appétits désordonnés. Et c'est là le cœur du scandale, parce qu'à force de transformer la loi en outil de marchandisation, on pervertit la justice elle-même. La justice devient un masque, une illusion, un théâtre légal pour cacher une guerre économique. Ainsi, l'association locale Terre Vivante a vu son recours contre l'extension d'une usine à porc rejeté sans véritable examen, malgré des preuves accablantes de pollution.
Ce silence judiciaire est un signal fort. La justice n'est plus un rempart, mais une façade. Cette dérive est d'autant plus grave qu'elle s'étend au-delà de nos frontières. En Espagne, des lois similaires ont déjà permis l'industrialisation massive des campagnes, provoquant la désertification rurale et des conflits sociaux majeurs. Or, comme l'enseigne saint Augustin, la justice est la première vertu des institutions humaines, car sans elle, aucune vertu ne peut subsister. Sans justice, la société s'effondre dans le chaos. Une guerre contre la terre, une guerre contre la vérité, une guerre contre la création. Il faut être clair, une loi qui autorise le pire au nom de l'efficacité n'est pas une bonne loi. C'est une loi corrompue, même si elle est votée à l'unanimité. C'est une loi inique, même si elle est présentée comme technique. C'est une loi dangereuse, même si elle se prétend moderne. Quand la loi ne protège plus, elle oppresse. Quand elle ne régule plus, elle asservit. Et quand elle ne sert plus Dieu, elle sert Mammon. Et tandis que le droit se délite, ce sont les paysans enracinés qui subissent de plein fouet cette trahison, abandonnés au profit d'un système qui défigure nos campagnes. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui rapprochent champ à champ, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et que vous habitiez seul au milieu du pays. Celui qui travaille la terre aura du pain en abondance, mais celui qui poursuit des chimères est un insensé. On nous vend cette loi comme un soutien au monde agricole, un texte pragmatique, réaliste, qui viendrait enfin répondre aux souffrances du terrain. Mais à quel monde agricole s'adresse-t-elle vraiment ? Aux éleveurs de 60 000 poulets sous hangar, aux filiales de coopératives qui spéculent en bourse sur le prix du grain, aux géants de l'agroalimentaire qui vident nos campagnes de leurs âmes, mais remplissent les rayons de leurs marques sans goût ni racines. Non, cette loi ne défend pas le paysan, elle défend l'agriculteur industriel subventionné, intégré dans les circuits d'un capitalisme mondialisé. Et ce faisant, elle trahit le vrai monde rural. Celui qui, dans la boue, le gel ou la sécheresse, tient bon, résiste, transmet, soigne, protège. Ceux-là, les véritables gardiens de la terre, n'ont rien demandé. Ils n'ont pas demandé plus de porcheries géantes, plus de pesticides, plus de normes allégées pour les autres. Ils demandent simplement qu'on arrête de les écraser, qu'on les libère des absurdités administratives, qu'on valorise leur savoir-faire, leur respect du vivant, leur enracinement dans le sol, la saison et la communauté. Ils veulent pouvoir vivre de leur travail, nourrir sainement leur pays, transmettre leur ferme sans s'endetter sur 3 générations. Et que leur répond la République technocratique ? Une loi qui les oublie, une loi qui les méprise, une loi qui favorise les géants et achève les petits. La Confédération paysanne ne s'y est pas trompée. Elle dénonce une loi irresponsable, qui ne résout rien, mais organise la mort programmée d'une agriculture familiale, diversifiée, durable. Cette loi n'est pas faite pour nous, disent les éleveurs bio, et ils ont raison. Elle est faite pour ceux qui veulent 10 000 porcs par bâtiment. Elle est faite pour ceux qui traitent la terre comme une chaîne de montage. Elle est faite pour ceux qui croient en l'agriculture sans agriculteurs, sans haies, sans abeilles, sans frontières. Mais il est un point que cette loi oublie. Le paysan enraciné est encore debout. Il prie, il sème, il veille. Il sait que le salut ne viendra ni de Bruxelles, ni des sénateurs, ni des lobbies. Il sait que la vraie écologie est celle du lien, du rythme, de la patience, de la gratitude. Écoutons la voix d'André, paysan bio en Auvergne, qui lutte depuis 10 ans pour maintenir sa ferme familiale. Il nous dit « Cette loi me fait peur. Elle oublie que nous sommes les premiers à vouloir préserver la terre. Mais comment résister quand les règles protègent ceux qui détruisent tout à côté ? En effet, cette loi accélère l'exode rural. Chaque année, ce sont des milliers d'hectares agricoles qui disparaissent, transformés en zones industrielles ou en élevage hors sol. Au-delà des abeilles, ce sont les haies, les prairies, les insectes sauvages qui s'éteignent, détruisant la richesse de nos terroirs. Et ce n'est pas seulement une perte économique, c'est une perte culturelle, une coupure avec notre identité profonde. Et pendant ce temps,
La France importe massivement ses aliments transformés, dépendante des filières étrangères, perdant sa souveraineté alimentaire, et avec elle, sa liberté. Il sait que la terre ne ment pas, et qu'elle finit toujours par rendre ce qu'on lui inflige. Ce déséquilibre entre la nature et l'industrie, entre la justice et le profit, nous mène droit dans un affrontement inévitable. La guerre ouverte contre la création. Nous n'en sommes plus aux petits compromis sur les seuils, aux décrets à modifier, aux articles à réécrire. Nous sommes entrés dans une guerre ouverte contre la création. Une guerre contre les insectes pollinisateurs, pourtant premiers ouvriers de la fécondité. Une guerre contre les sols, lessivés, empoisonnés, rendus stériles. Une guerre contre les eaux, chargées de nitrates, de résidus chimiques, de molécules hormonales. Une guerre contre l'air, saturée des flux d'élevage hors sol et de pesticides volatiles. Une guerre enfin contre l'homme lui-même, dépossédé de sa terre, de sa santé, de sa souveraineté. Et cette guerre, elle n'est pas menée par des barbares venus d'ailleurs. Elle est conduite par nos propres élites, nos propres institutions, nos propres majorités parlementaires. Sous couvert de rationalité, sous prétexte d'adaptation, au nom de la compétitivité. Mais que reste-t-il d'une nation qui accepte sciemment la destruction de son propre territoire pour préserver des profits court-termistes? Que reste-t-il d'une société qui choisit l'artifice contre le vivant, l'industrialisation contre l'harmonie, le rendement contre la beauté? Rien. Il ne reste qu'un champ de ruines, économique, moral, spirituel. La vérité, c'est que l'écologie véritable est un acte de résistance. Une résistance spirituelle, une fidélité au Dieu de la vie, une insurrection de l'âme contre la machine. Alors que la guerre contre la création s'intensifie, des voix s'élèvent pour proposer une autre voie. Des associations telles que les Amis de la Terre, Terre de Liens ou l'Atelier Paysan militent pour une agriculture respectueuse, basée sur l'agroécologie, la permaculture. Chrétiens, paysans, citoyens. Il est temps de rejoindre ces initiatives, de soutenir la prière et l'action communautaire, pour être à la fois témoins et acteurs d'une écologie intégrale. Car la résistance est aussi spirituelle, c'est un combat du cœur, un acte de foi, une fidélité au Dieu de la vie et de la beauté. Il ne s'agit pas d'un rêve naïf, mais d'un espoir concret, déjà incarné par des victoires locales, des terres préservées, des abeilles réintroduites, des communautés ressoudées. Et dans ce combat, nous devons cesser de compter sur les partis, sur les experts, sur les grandes conférences financées par les pollueurs eux-mêmes. Nous devons redevenir des gardiens, des veilleurs, des cultivateurs, des témoins. Oui, l'heure est venue d'une écologie chrétienne, intégrale, enracinée, qui ne sépare pas le salut de l'âme du respect de la terre, qui voit dans le ver de terre, dans le coquelicot, dans la ruche, dans la haie bocagère, des signes de l'ordre divin, des traces du logos, des indices de notre vocation humaine, servir, garder, transmettre. Et cela commence par le refus. Refus de cette loi, refus de cette logique, refus de cette compromission, refus de Mammon. Nous n'avons pas le droit de rester passifs, pas le droit d'acquiescer par notre silence, pas le droit de détourner les yeux. Car celui qui détruit la terre, Dieu le détruira. Face à cette situation désespérée, un choix s'impose. Car la terre que nous foulons aujourd'hui sera le témoin silencieux de notre fidélité ou de notre trahison. La loi du plomb n'est pas une erreur d'aiguillage, un accident parlementaire ou un excès de zèle. Elle est le fruit pourri d'un arbre malade, celui d'un système qui a sacrifié le vrai au rentable, le vivant à l'industriel, le paysan à l'actionnaire. Elle n'est pas seulement mauvaise, elle est révélatrice. Révélatrice d'une république qui ne sert plus, d'un État qui n'encadre plus, d'un droit qui ne protège plus, d'un peuple rural trahi, d'un monde naturel profané. Nous ne pouvons pas nous taire, car le silence serait une complicité. Nous ne pouvons pas dire « ce n'est pas notre combat ».
car ce combat est celui de la vie contre la mort, de l'ordre contre le chaos, du respect contre la rapine. L'enjeu n'est pas idéologique, il est existentiel. On ne détruit pas impunément la création de Dieu. Chaque nappe phréatique polluée est une blessure infligée à la fécondité. Chaque ruche décimée est un maillon du vivant qui disparaît. Chaque haie arrachée, chaque élevage industrialisé, chaque loi injuste est une gifle au visage du Créateur. Mais face à cette offensive, il reste un peuple debout. Un peuple qui croit encore que l'homme est fait pour la terre et non l'inverse. Un peuple qui croit que l'agriculture est un art sacré, pas une chaîne d'abattage. Un peuple qui croit que résister au capitalisme destructeur, ce n'est pas être passéiste, mais être fidèle. Fidèle à la terre, fidèle au ciel, fidèle aux enfants qui viendront. Alors oui, il faut dire non. Non à cette loi, non à cette logique, non à ce modèle de mort. Et il faut dire oui. Oui à la paysannerie vivante, oui à une écologie enracinée, oui à une justice qui protège le faible, la terre et la mémoire. Car un jour, nous aurons à rendre compte. Et ce jour-là, il ne s'agira pas de quotas, de seuils et de rapports d'impact. Ce jour-là, il s'agira de savoir si nous avons gardé le jardin ou si nous l'avons livré aux marchands du temple.